tout changement qu'un pays fait peut être au détriment des intérêts d'un autre pays, en règle générale. Donc, lorsque nous abordons le processus de changement en étant un peuple avec toutes les divergences, avec toutes les disparités, avec tous les points de vue, etc., chacun voit qu'il faut qu'on fasse ça, eh bien, nous serons vulnérables face à l'adversaire le moins coriace possible. Quelle que soit la taille de l'adversaire, il peut dérouter parce qu'il va vous manger un à un. Mais lorsqu'on aborde le changement comme une nation, on peut faire face à l'adversaire ou à celui qui ne veut pas ce changement, quelle que soit sa dangerosité, quels que soient ses moyens. Et en ce moment, on peut le dérouter. Bienvenue à cette conférence sur le thème Quel changement pour un Niger nouveau? L'effort de chacun sera la force de tous. Donc, la conférence est organisée par Citoyens 227 et ICON, qui est une initiative pour un co-développement avec le Niger à travers Niger Stop Corruption. Je me nomme Taïro Hassan Oumarou et je suis membre du comité exécutif d'ICON et je vais modérer la conférence aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir avec nous Dr Maman Oumarou, qui est fondateur du cabinet Bexit Consulting et qui a gracieusement accepté d'animer cette conférence. Maman Oumarou accompagne les comités de direction ainsi que les managers, que ce soit dans la stratégie, le leadership, les techniques de négociation, l'innovation et la performance managériale. Je dois indiquer aussi que Maman est l'auteur d'un livre, Le chantier de la vie, qui est paru aux éditions Baudelaire. J'ai personnellement obtenu ma copie en 2022 et c'est un excellent livre dans lequel Maman fait le parallèle entre les éléments d'un chantier réel, donc un chantier dans la vie réelle, et ceux qui permettent de construire la vie dont nous rêvons tous. Il est à souligner aussi que Dr Maman est diplômé de l'École des mines de Paris et il a eu à travailler plusieurs années dans le domaine nucléaire avant de fonder Bexit Consulting qui intervient dans la performance des organisations et des individus. Bienvenue, Maman. Merci encore une fois, Tahiru. Merci pour cette présentation. Bonsoir à tous. Je suis très ravi de partager ces quelques, on va dire, notions sur le changement avec vous et on voit comment on va l'appliquer au Niger. Donc, quel changement pour un Niger nouveau? Ça sera une question que chacun va apprécier par la suite, mais sur laquelle la responsabilité de chaque personne concernée peut être engagée. Donc, quel changement nous voulons pour un Niger nouveau? L'autre chose aussi qui va apparaître, c'est que même si c'est pas assez trivial comme je le dis, si chacun met du sien, on peut parvenir à ce changement, pardon, euh, un peu plus vite qu'on peut le croire. Donc, la première chose que je voulais déjà rappeler, c'est qu'il y a une nette différence entre la vision qu'on peut avoir d'un changement et la réalité. En règle générale, quand on a la vision d'un changement, c'est comme une ligne droite parce qu'on oublie la réalité. Et comme on le dit, la réalité a toujours plus d'imagination que vous, que nous, que toi, que moi. Et cette réalité peut nous rattraper rapidement. Il faut avoir ce point, cet élément important en tête lorsqu'on est dans un processus de changement. Donc, est-ce que nous sommes conscients de cette réalité ou bien nous sommes dans une vision beaucoup plus lissée, beaucoup plus théorique du changement, auquel cas on n'y parviendra jamais. D'accord? Une fois qu'on a compris cela, je voulais partager aussi une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais considérer que globalement, nous sommes vraiment en contact avec la réalité au Niger pour ce qui est du changement, pour le Niger nouveau. Et donc, la bonne nouvelle, je vais commencer par la bonne, c'est que nous ne sommes pas les premiers qui vont connaître un changement ou qui sont dans un processus de changement et nous ne serons pas non plus les derniers. Il y a d'autres pays qui ont connu un processus de changement et il y a d'autres qui en connaîtront après nous. La chose qu'il faut souligner à ce niveau, c'est des exemples très parlants qu'on peut même qualifier d'exceptionnels, comme ce port qui était juste un port commercial, une ancienne colonie britannique que vous connaissez pratiquement tous, donc Singapour, qui a connu énormément de difficultés
mais aujourd'hui, qui n'est plus ce vieux port qui sert de commerce entre les pays. Aujourd'hui, Singapour est complètement, on va dire, changé grâce notamment à cet homme que vous voyez, Lee Kuan Yew. Donc, Singapour a eu son indépendance en 1965, le Niger a eu son indépendance en 1960, et lorsqu'on remarque le changement que l'un et l'autre a subi, c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Il y a peut-être des éléments qui ne sont pas comparables entre les deux pays, mais je prends juste la partie changement. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'indépendance après nous, mais aujourd'hui, on va voir ce qu'ils sont devenus. D'ailleurs, Singapour a eu son autonomie en 1958, et lorsque ce monsieur a été porté comme Premier ministre à la tête du pays, ils avaient énormément de difficultés, notamment un taux de chômage très, très élevé. Il y avait beaucoup de problèmes de capital humain, donc de personnes qualifiées. Il y avait également beaucoup de problèmes ethniques. Singapour n'était pas un pays uni, donc ils ne s'entendaient pas. Et ils avaient aussi une armée très faible, pratiquement pas du tout d'ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'en 1963, ils ont même voulu faire une fédération avec la Malaisie pour pouvoir exister tout simplement. Mais ils avaient tellement de problèmes que personne n'en voulait. Donc, cette fédération n'a pas marché. Et c'est comme si finalement on leur dit, bon, écoutez, voilà, là je vais caricaturer, mais débrouillez-vous. Et donc, l'indépendance a été prononcée en 1965, pratiquement contre leur gré. Mais qu'est-ce qui fait que ce monsieur, donc Lee Kuan Yew, qui prend ce pays, qui n'a pas de matière première, qui n'a pas de personnes compétentes qualifiées, donc capital humain aura du sol, qui a énormément de problèmes ethniques, qu'est-ce qui fait qu'il a pu, en quelques années, en quelques décennies, transformer Singapour en cette ville extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui? Ils ont vécu ce changement. Il a été spectaculaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'ils ont mis en place d'un point de vue social, pardon, politique, économique, etc. La vision a compté pour beaucoup, mais il y a juste trois mots qui symbolisent le succès singapourien. Trois mots qu'ils appellent MHP. D'ailleurs, lui-même, il appelle ça le triptyque de la réussite, donc le MHP. Le M, c'est la méritocratie. Ils mettent celui qu'il faut à la place qu'il faut. On ne regarde plus l'appartenance ethnique ou sociale ou religieuse. Non, non. Vous méritez la place. On vous met à cette place. Le H, c'est l'honnêteté. Le bien public est sacré. Zéro corruption. Le bien appartient à tout le monde. Et le P, c'est le pragmatisme. Lui-même le dit, il ne se, il ne se préoccupe pas, pardon, de la couleur du chat tant qu'elle peut attraper une souris. Donc, tant que le chat peut lui attraper une souris, la couleur importe peu. Donc, voilà un peu sur quoi ils ont beaucoup, beaucoup joué. Encore une fois, je n'ai pas parlé de tous les programmes économiques, et sociaux, politiques, etc. qu'ils ont mis en place, mais le MHP les a énormément aidés. On peut aussi voir comment l'évolution a été fulgurante. Regardez ici rapidement l'évolution du PIB par nombre d'habitants, le Singapour en noir, et qui vient toiser, qui vient être en concurrence avec les grandes puissances mondiales en matière de PIB par nombre d'habitants. Regardez là où ils étaient en 1900, dans les années 65, après leur indépendance, et regardez là où ils sont aujourd'hui. C'est des chiffres de 2020. On peut aussi se rappeler d'un cas tristement célèbre qui s'est passé pas très très loin de nous, le Rwanda, en 1994. Tout le monde a en tête le génocide du Rwanda et tout le monde se rappelle qu'en une centaine de jours, il y a eu plus de 800 000 morts. Entre avril et juillet, 800 000 morts, c'est comme si euh, en 100 jours, on tue 53% environ de la population de Niamey. Vous décimez 53% de la population de Niamey, quel que soit là où vous vivez, je pense au Niger, vous aurez quelqu'un dans votre famille qui en est impacté. Eh bien, c'est ce qui était arrivé, pardon, au Rwandais. Et là également, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place sous le leadership d'un homme, comme pour le premier cas,
que vous connaissez, Paul Kagame, qui a pu transformer, qui a pu amener ce changement d'un pays où pratiquement tout était en déliquescence. Un pays qui n'avait ni État ni nation. Un pays qui n'avait qu'un peuple qui était meurtri. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le Rwanda puisse passer de ce statut à aujourd'hui un pays qu'on cite sur certains plans? Sur d'autres plans, il y a encore des critiques, je suis d'accord, mais en tout cas, sur le plan de développement socio-économique, il est devant beaucoup de pays qui n'ont pas connu les calamités qu'ils ont connues. Et là aussi, quand on regarde, sans pour autant faire un zoom sur les programmes structurels, sur le plan de développement socio-économique qu'ils ont mis en place, le programme de réconciliation, sans regarder tout ça, on peut avoir également un triptyque qui a fait que le Rwanda, il est là où il est. La bonne gouvernance arrive toujours. Réduire la corruption, l'éducation, la santé, etc. Donc, tous ces pays ont connu aujourd'hui, encore une fois, ce processus de passer d'un point A à un point B. Et quand on regarde aussi l'évolution du PIB par habitant au Rwanda, voilà, il toise, il va aller concurrencer des pays qui n'ont peut-être même pas connu sa situation, un peu comme pour le cas de Singapour. Donc, j'avais parlé de ça comme étant une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas seuls. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pays qui ont connu. J'en ai cité que deux. Bien sûr qu'il y en a énormément. Vous en connaissez tous. Donc, là, nous ne sommes pas seuls, mais sauf qu'il y a une mauvaise nouvelle derrière. La mauvaise nouvelle, c'est que le changement prêt-à-porter n'existe pas. C'est pas parce qu'un pays a suivi tel processus et qu'il a réussi son changement que vous allez le prendre comme du prêt-à-porter et comme par miracle, vous allez également connaître le changement. Chaque pays, chaque nation a des individus qui sont différents, comme vous le savez très bien, d'un pays à l'autre, et qui fait que vous pouvez essayer de copier les mêmes approches, mais peut-être que vos réalités, la manière de l'implémenter va faire que vous allez tout simplement échouer. Donc, première chose à comprendre dans la mauvaise nouvelle, le changement prêt à porter ne marche pas, sinon ça serait très facile. La deuxième chose ou la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que le changement fast-food ne marche pas non plus. On ne peut pas se lever avec toute l'histoire qu'on a, tout le vécu, les difficultés, etc., et vouloir, comme d'un claquement de main, tout simplement parce que tel pays a fait pardon, telle ou telle approche, on va tout simplement copier et rapidement connaît aussi les fruits du changement. Le changement fast-food, c'est indigestion garantie. Donc, toutes les personnes qui sont tellement pressées de voir telle chose qui est peut-être un problème endémique disparaître rapidement, ils vont être déçus parce que le changement se construit tout simplement. Et vous allez voir, quelle que soit la complexité que ça peut avoir, même si je disais que c'était trivial, des fois, c'est des petites choses, des choses qui sont sous forme de déclic, pardon, qui vont permettre d'avoir ce changement. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est ces deux éléments que je viens pardon, de rappeler. Il y a une bonne nouvelle, beaucoup de pays ont connu, mais la mauvaise nouvelle, c'est pas pour autant qu'on peut faire du copier-coller et que ça marche. L'autre mauvaise nouvelle, ça ne va peut-être pas partir à la vitesse que nous voulons, mais nous aurons besoin de patience, de méthodologie, d'endurance, de résilience pour pouvoir réussir le changement, pour peu que nous voulions qu'il soit un changement durable et profitable pour la société. Donc ça, c'était un rappel. Ça veut dire tout simplement que nous devons prendre notre destin en main. Bien sûr qu'on peut s'inspirer des autres pays. Bien sûr qu'on peut s'inspirer de tous les succès que certains ont connus, les changements que certains ont connus. On peut les adapter. Mais par contre, il ne faut pas baser toute la réflexion de changement tout simplement parce que tel ou tel pays, pardon, a procédé de telle manière. Cela étant dit, on repose donc la question en connaissance de cause cette fois. Alors nous, quel changement nous voulons pour un Niger nouveau? À ce niveau, comme je le disais la dernière fois, il y a deux points de vigilance sur lesquels, pardon, je voulais attirer notre attention. Le premier point de vigilance, c'est déjà s'entendre sur ce qu'on appelle Niger nouveau. Et le deuxième point de vigilance, alors, OK, quelle approche du changement on va adapter? Sur le Niger nouveau, j'avais fait l'expérience la dernière fois de poser la question dans la salle
qu'est-ce que chacun entend par Niger nouveau. Ce qui est impressionnant, c'est que si vous avez 100 personnes et que vous posez cette question, il y a des chances que vous ayez 100 réponses différentes. Quelqu'un va vous dire que ce qu'il entend par Niger nouveau et ce par quoi il faut commencer, c'est la santé. Un autre va vous parler de la lutte contre la corruption. Quelqu'un d'autre va vous parler de la sécurité, etc. Donc, encore une fois, vous avez 100 personnes, il y a des chances que vous ayez 100 réponses différentes. Mais on va suivre celle de qui? On va suivre l'idée de qui? Et le problème, c'est que si on ne s'entend même pas sur ce qu'on veut, eh bien, le changement va rester une chimère. Il va rester un rêve dont on ne verra jamais la réalité. Les couches, les différentes couches de la société viennent chacun avec sa proportion. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas marcher. Eh bien, on a déjà le premier frein au changement. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord pour une fois? Même si c'est difficile de se mettre d'accord sur ces différents aspects par lesquels commencer, il y a quelque chose, je pense, une ou deux choses sur lesquelles il faut que chacun fasse un effort pour qu'on s'entende et qu'on avance. C'est cette notion de nation et de peuple. Je pense que la différence, elle est assez évidente pour tout le monde. Déjà, quand on parle de pays, c'est une question de territorialité. C'est la géographie délimitée avec des frontières, c'est ça le pays. Quand on parle de peuple, vous le savez très bien, c'est la population, c'est un groupe de personnes. Mais quand on parle de nation, la différence, c'est que c'est un groupe de personnes mais qui regardent, qui a une identité commune, qui regarde dans la même direction. Donc, lorsqu'on aborde le processus de changement en tant qu'une nation, il y a toutes les chances de le réussir que si on l'aborde en tant qu'un peuple. Dans un pays, vous pouvez avoir plusieurs peuples. Vous pouvez avoir, par exemple, des peuples constitués par des ethnies, donc des gens qui vivent ensemble, qui eux-mêmes, à leur sein, regardent dans la même direction, ont les mêmes coutumes, ont les mêmes traditions, etc. Dans un seul pays, ça peut exister. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des pays-nations, comme le Japon, où pratiquement tout le monde regarde dans la même direction. Des pays comme la France, c'est pas un pays-nation. Des pays comme le Niger, c'est pas un pays-nation. D'accord? En tout cas, pour l'instant. Il y a eu un moment où on a été une nation. Tout le monde regardait dans la même direction. Tout le monde ou presque. Mais en tout cas, une bonne majorité regardait dans une direction. Et donc, déjà ça, il faut qu'on s'entende. Il y a des préalables, il y a des prérequis pour qu'on puisse s'entendre là-dessus. Parce que toute personne qui reste sur ses convictions, qui reste sur ses croyances, etc., peut être un maillon faible vers le changement. Déjà, on s'entend là-dessus. Être une nation et non plusieurs peuples ensemble. Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que tout changement qu'un pays fait peut être au détriment des intérêts d'un autre pays, en règle générale. Donc, lorsque nous abordons le processus de changement en étant un peuple avec toutes les divergences, avec toutes les disparités, avec tous les points de vue, etc., chacun voit qu'il faut qu'on fasse ça, eh bien, nous serons vulnérables face à l'adversaire le moins coriace possible. Quelle que soit la taille de l'adversaire, il peut dérouter parce qu'il va vous manger un à un. Mais lorsqu'on aborde le changement comme une nation, on peut faire face à l'adversaire ou à celui qui ne veut pas ce changement, quelle que soit sa dangerosité, quels que soient ses moyens. Et en ce moment, on peut même le faire, on peut le dérouter. Donc la première condition, encore une fois, sur laquelle on doit s'entendre, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a retrouvé ce statut de nation ou bien on est encore un peuple où chacun regarde dans sa direction? Une fois que cela est fait, il y a ce que j'ai appelé le b.a.-ba pour rester une nation. En faisant une sorte de parallèle par rapport au MHP du Singapour, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le b.a.-ba pour qu'on soit une nation et qu'on aborde ce processus de changement, je l'ai appelé le CHU. Oui, d'accord. Quand on dit CHU, ça rappelle le centre hospitalier universitaire. Mais dans ce cas, nous devons tous aller au CHU pour pouvoir aborder sereinement le changement. Le C, c'est la confiance. Le H, c'est l'humilité. Et le U, c'est l'unité.
S'il n'y a pas ces trois, le CHU, je vous garantis, la seule volonté, la seule intention ne suffit pas pour pouvoir amorcer un changement durable et profitable. La confiance, ça veut dire quoi? Quelle que soit l'intelligence d'un individu, quand on nous prend individuellement, nous devons faire confiance aux personnes qui sont au-dessus de nous. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec leur manière de faire. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec la priorité qu'ils ont définie. Mais il faut avoir cette confiance. Tant que c'est pas clairement dit que, bon, écoutez, on va vous amener dans le mur, on va vous amener dans le trou, on va vous amener dans les ravins. Tant que ce n'est pas cela, faire confiance est le premier préalable. C'est le préalable, pardon, pour pouvoir avancer vers le changement. Et j'aime bien cette phrase de Stephen Covey qui dit que la confiance qui est le facteur qui change tout. Et sans confiance, le gouvernement le plus solide ne tiendra pas. L'amour le plus profond ne tient pas. L'amitié la plus sincère ne tiendra pas. Vous enlevez la confiance de toute chose, il n'y a rien qui reste d'intéressant. Donc, si parce que je ne suis pas d'accord, encore une fois, avec la manière de voir, je retire ma confiance, il retire sa confiance, elle retire sa confiance, etc., on ne laisse rien. On n'aura pas un certain Lee Kuan Yew au Singapour ou un certain Kagame que j'ai cité au Rwanda. Encore une fois, je ne parle pas des autres aspects qui peuvent être critiquables, etc. Mais en tout cas, on n'aura pas ce leader qui va nous faire ces miracles de changement. Le deuxième pilier, l'humilité. L'humilité, c'est que j'accepte que ma manière de voir les choses existe et la manière de voir les choses de l'autre aussi peut exister. Nous avons eu ce problème, par exemple, au Niger, je ne sais pas s'il est d'ailleurs résolu, où beaucoup disent, moi, tant qu'on ne fait pas ça, je ne marche pas. Tant que c'est pas ça, je ne marche pas, je ne suis pas d'accord, etc. Il faut que nous ayons cette humilité, nous en avons tous besoin individuellement pour accepter qu'on avance, peut-être pas encore une fois forcément avec ce que j'appelle priorité, pas forcément avec ce que j'appelle important, pas forcément avec ce que j'appelle nécessaire, mais il faut que j'ai l'humilité d'accepter aussi l'expression des points de vue des autres. Et le dernier, l'unité. L'unité est l'une des choses qui manque cruellement dans beaucoup de pays africains lorsqu'on parle de changement. Parce que tout simplement, euh, dans la plupart des cas, les gens ne veulent pas être dans quelque chose dont ils ne sont pas géniteurs ou promoteurs. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas eux qui l'ont initié, il ne marche pas. Les gens sont ensemble mais séparés. Et lorsque c'est comme ça, la société civile, par exemple, à part, et elle-même, elle est divisée à son sein, tel autre groupe social à part, etc., etc. Chacun fait ses propres initiatives, chacun fait ses propres démarches. Eh bien, encore une fois, le changement risque d'être une simple chimère. Ça ne marchera pas. Les pays que j'ai cités, encore une fois, ça, c'était même un préalable. Le MHP, là, du Singapour, considérait qu'il y avait ça, hein. C'est-à-dire que s'il n'avait pas le CHU de son peuple, il n'aurait pas pu mettre en pratique le MHP, la méritocratie, l'honnêteté, le pragmatisme. Il n'aurait pas pu le mettre en pratique. Parce que chacun allait avoir, encore une fois, ses idées, chacun allait avoir ses priorités et ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a compris ça, la deuxième chose sur laquelle on va s'entendre, si on est d'accord sur le CHU, sur quelle valeur on va construire ce Niger nouveau. Vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai même pas dit c'est quoi le Niger nouveau dont on a besoin. Mais c'est déjà les préalables. Quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut le construire? Déjà, la première valeur, si vous avez bien suivi, c'est déjà cette question de nation. Que ça résonne en chaque personne que nous soyons une nation. Je peux être dans un peuple, Hausa, Kanuri, etc., etc., un groupe de personnes, mais quand même, à l'échelle du pays, je suis une nation. Je vois comme une nation. Je regarde les intérêts globaux, pardon. Je réfléchis comme une nation et non plus comme un peuple. Lorsque l'intérêt global peut-être est en contradiction avec les intérêts de mon peuple ou les miens, pardon, je mets en avant l'intérêt global. Donc là, je réfléchis nation. C'est vraiment un travail individuel qui doit s'opérer au niveau de chaque personne. Sinon, encore une fois, on n'a pas le préalable.
Lorsque nous sommes une nation, il faut que nous ayons de l'intégrité et de la générosité envers le pays. On le dit tout le temps, pour paraphraser Kennedy, ne pas se demander ce que le Niger peut faire pour nous, mais nous demander ce que nous pouvons faire pour le Niger. Le Niger a déjà donné tout à chacun. Il a déjà fait, pardon, tout à tout le monde. Peut-être que 90% des gens qui sont aujourd'hui présents à cette conférence ont déjà bénéficié d'une éducation gratuite du Niger. Peut-être même 100%. Celui qui t'a éduqué t'a tout donné. C'est grâce à ça que tu travailles aujourd'hui. C'est grâce à ça que tu as fondé une famille, etc. Et que tu es en train d'agir dans la société. Donc, l'intégrité nous pousse à bannir tout ce qui est corruption, concussion, népotisme, etc. Et ça, encore une fois, c'est un travail, un engagement individuel. Du sommet jusqu'à la base, chaque personne doit être imbibée de ses valeurs. Je raisonne comme une nation, j'essaie d'avoir des comportements intègres, j'essaie d'être généreux envers mon pays. Qu'est-ce que je peux faire pour le Niger chaque fois? La question que je me pose. Et tout ça dans un élan d'engagement et de résilience. Si nous sommes câblés sur ces 5 valeurs qui définissent d'ailleurs le Niger, alors nous sommes prêts à affronter le processus du changement dont je vous ai montré qui est comme un chemin escarpé et non une ligne droite.